Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Tout de suite, les titres de cette édition. Hamon en tête, Valls deuxième, résultat du premier tour de la primaire de la gauche dans nos deux départements. Dans ce journal, réaction et analyse de ce scrutin marqué par une mobilisation moyenne. Arrêté mardi dernier en Alsace, Moustapha Savas, pensionnaire du centre de déradicalisation de Pontourny, relance la polémique autour des profils accueillis par l'établissement. Les élus locaux se sentent trahis et appellent à la fermeture du centre. Et comme chaque lundi, nous reviendrons sur les résultats sportifs du week-end avec un voyage blanc pour le Tour FC à Strasbourg et en basket, une énième défaite à domicile pour l'UTBM et la victoire de l'ADA Blois à Lille. Bonsoir à tous. L'affiche du deuxième tour de la primaire de gauche dimanche prochain sera un duel Hamon-Valls. Dans le département comme dans le reste du pays, Benoît Hamon a remporté hier le premier tour avec 36% de voix en Indre-et-Loire. L'ex-premier ministre lui affiche près de 31% des suffrages, soit 10 points de plus qu'Arnaud Montebourg. En Loir-et-Cher, la poussée Hamon est encore plus nette, près de 38% des voix, 32% pour Manuel Valls. Avant de s'intéresser aux différentes réactions, on s'arrête sur la participation qui était l'un des enjeux du premier tour de cette primaire de la gauche, avec le succès de celle de la droite à retenir un tiers de votants en moins par rapport à la primaire socialiste de 2011, mais une participation correcte en Indre-et-Loire par rapport au reste du pays. Reportage dans les bureaux de vote de Joël-et-Tours et de Vouvray, Romain Delville. Le peuple de gauche a donc voté une première fois. Dans les bureaux de vote de la Maison pour tous à jouer, il n'y avait certes pas la foule, mais un flot régulier de votants en début d'après-midi. Le leitmotiv ici, c'est que non, tout n'est pas perdu pour la gauche à 3 mois de la présidentielle. Me dire que la gauche ne sera pas au premier tour, éliminée au premier tour, j'y crois pas spécialement. Je ne suis pas persuadé que Marine Le Pen arrivera largement en tête, que Fillon arrivera largement en tête. Moi aujourd'hui, tout est jouable. Chaque fois qu'il faut voter, je vote. Et là, c'est à s'imposer parce que voilà, si on rentre dans le système actuel, là, la gauche est fichue, etc. Mais où on va? Autre bureau, autre engouement. À Vouvray, en cette fin d'après-midi, le président du bureau de vote, l'ancien conseiller général du canton, Bernard Mariotte, se félicitait que les gens doivent patienter quelque peu. Signe, selon lui, que cette primaire dite de la Belle Alliance n'est pas un fiasco. La participation, j'ai tendance à penser, contrairement à ce qui a été dit, c'est pas si mauvais que ça. Il y a beaucoup de monde, sans arrêt une file derrière nous, donc ça va tout à fait dans le sens que je souhaitais. Au total, 17 214 personnes ont voté au premier tour de la primaire de la gauche en Indre-et-Loire, dont, il faut le signaler, 114 qui ont donné 1 € de contribution pour voter blanc. Il y a 5 ans, c'était 8 000 de plus, mais les circonstances ne sont pas les mêmes. On est effectivement un peu en deçà de 2011, ce qui n'est pas complètement une surprise. On sait qu'on n'est pas dans la même dynamique. C'est effectivement quelque chose qui est un enseignement à tirer et qu'il faut pas se cacher. On aborde cette élection en challenger et ça sera une élection plus difficile que la précédente. Maintenant que deux lignes se sont démarquées, la fédération, comme le Parti socialiste, espère une mobilisation plus proche de celle de 2011. Côté réaction maintenant, le deuxième tour est maintenant dans toutes les têtes. Écoutez les réactions des soutiens tourangeaux des différents candidats. Évidemment, une immense satisfaction, un sentiment également de surprise parce qu'on a senti la dynamique monter ces derniers temps, mais c'est vrai qu'on revenait quand même d'assez loin, même si on y croyait. On a vu Benoît monter parce qu'il a porté des sujets novateurs, parce qu'il a fait une campagne de propositions. Est-ce que Gautreau est là ? Est-ce qu'on fait le choix de rester dans l'opposition pendant 20 ou 30 ans avec un parti purement contestataire, avec des propositions globalement irréalisables, ou est-ce qu'on fait le choix de se dire non, on veut que la gauche revienne au pouvoir, on ne veut pas que la droite l'emporte et donc on choisit le candidat qui représente cette gauche de gouvernement. C'est envoyé ? Non, pas envoyé. Si je me réfère au débat qui a traversé ce quinquennat, moi qui ai fait partie de ceux qu'on a appelés les frondeurs, on nous a souvent dit que notre position était minoritaire au Parti socialiste, dans l'électorat socialiste. Eh bien, on a vu hier que finalement, ceux qui ont critiqué le tournant libéral du tandem Hollande-Valls sont plutôt majoritaires lorsque plus d'1 million de personnes sont venues voter. Donc pour moi, c'est tout de même une source de satisfaction.
Il y a eu quelques divergences pendant la campagne des primaires, mais on a aussi avant tout des convergences ensemble sur le fond et la forme. Et nous avons tout intérêt à créer cette impulsion pour créer de l'espoir pour ce deuxième tour face à la fois d'abord face à Manuel Valls qui représente cette dérive néolibérale. De son côté, le député PS de Tours, Jean-Patrick Gilles, que nous avons contacté, a refusé de réagir à ces résultats. Alors avec nous sur ce plateau, Olivier Pouvreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à la Nouvelle République, on l'a vu, Benoît Hamon, vainqueur pour la ville de Tours. Jean-Patrick Gilles, député de la ville, refuse de commenter ce résultat. Qu'est-ce que ça vous inspire ? On peut imaginer qu'il est très déçu. Jean-Patrick Gilles ne s'est pas vraiment positionné, même si on a bien vu qu'il était un petit peu pro-Peillon, mais sans trop se mettre en avant. Puis peut-être aussi qu'il a appris la veille qu'un de ses proches, Jean-Marc Pichon, qui a été premier secrétaire du PS en 2011-2012, il a appris que Jean-Marc Pichon filait chez Macron. Donc voilà, je veux dire, entre ce fait-là et puis une primaire qui est quand même pas un succès pour le PS, on peut imaginer qu'aujourd'hui, il est un peu le moral à zéro. Alors, un peu le moral à zéro, d'autant plus que vous allez nous commenter également la participation. 17 400 votants pour l'Indre-et-Loire. On rappelle que pour les primaires de la droite en novembre dernier, c'était 40 000. Comment est-ce qu'on peut qualifier cette participation ? Oui, on est à peine à 17 000 d'ailleurs, d'après les derniers chiffres qu'on a eus aujourd'hui. Ça aurait pu être pire. Bon, on peut toujours, faut être, faut essayer de positiver. Ça aurait pu être pire puisqu'on pouvait même imaginer, que la barre des 15 000 soit pas atteinte. Là, on est à plus de 15 000, près de 17 000. Mais du coup de l'état de la gauche, est-elle en bonne santé ? Oui, mais pardon, mais ils perdent quand même un tiers sur 2011. C'est quand même énorme. Ça traduit. Moi, j'ai vu hier dans les bureaux de vote. Pas grand monde, en fait. Un petit flot continu, comme disait le maire de La Riche et d'autres. Mais franchement, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on a vu en novembre avec la primaire de la droite, où il y avait des files d'attente dehors, des gens qui devaient attendre une heure dehors pour voter. Là, c'est vrai qu'hier, c'était un peu morose, dans les bureaux de vote. Donc ça traduit quoi ? Ça traduit un PS qui, en ce moment, est dans une zone de turbulence, et plus que ça. Une gauche en rupture avec celle du gouvernement, une gauche frondeuse ? Alors oui, et on l'a vu en Indre-et-Loire, autant qu'ailleurs. Là, pour le coup, les frondeurs l'ont emporté. C'est-à-dire, quelque part, ils ont puni le président de la République et le gouvernement et les gouvernements successifs. Et ça, par contre, c'est un fait qui quand même, moi, m'a étonné. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écart entre les pro-Valls et les frondeurs, qui sont loin devant Valls. Ils sont à pratiquement 65% en Indre-et-Loire. C'est énorme. Quand on ajoute Hamon et Montebourg, bien sûr. On va parler justement aussi du fief de Marisol Touraine à Montbazon, seulement 3 petites voix d'écart entre Valls et Hamon. C'est un désaveu pour la ministre de la Santé. Oui, parce que son fief, la circonscription du Lochois, à Loches, c'est Hamon. Si on ajoute Hamon, Montebourg, ils sont loin devant. Des petites villes comme Mont, pratiquement plus de 8000 habitants, c'est Hamon également. Effectivement, sur son secteur, Valls est derrière, comme ailleurs dans le département. Donc c'est pas pour Marisol Touraine, évidemment, c'est pas un succès. Ceci dit, Marisol Touraine a eu la prudence pour le moment de ne pas, elle est ministre, mais elle a eu la prudence de ne pas se positionner par rapport à Valls ou à d'autres. Rapidement, dernière petite question. Vous parlez justement des 60% de vote frondeuse. Est-ce que Laurent Baumel sort renforcé de ce scrutin ? Laurent Baumel doit souffler le chaud et le froid aujourd'hui. Il soutenait Montebourg, c'est quand même une grave défaite pour lui. Ceci dit, il doit avoir la satisfaction de se dire, allez, les frondeurs, les opposants, on est à pratiquement 65%. On a prouvé qu'on était devant et loin devant. Dernière question, Olivier Pouvreau, vos pronostics pour l'Indre-et-Loire dimanche prochain ? Je ne vois pas comment Hamon peut perdre cette élection localement et nationalement d'ailleurs, mais je vous dis, quand on additionne les voix, il est sur le papier, il est loin devant. Ceci dit, si Hamon a la dynamique pour lui,
j'ai envie de dire, Valls, c'est de la dynamique. Là, cette semaine, il va y avoir des débats. Il peut renverser mais je ne le crois pas. Je ne pense pas qu'il puisse renverser la tendance, Manuel Valls. Merci Olivier Pouvreau pour votre analyse. Dans l'actualité ce soir, également pollution aux particules fines dans l'air de notre région. Le niveau 1 d'alerte est déclenché en Indre-et-Loire et Loire-et-Cher. En conséquence, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et routes départementales est abaissée de 20 km/h. Le brûlage à l'air libre est interdit. Il est aussi conseillé de limiter les activités physiques et sportives. Demain, pas d'amélioration, une détérioration de la situation. Le niveau 2 d'alerte pourrait être atteint selon les préfectures. Un feu d'appartement a nécessité hier dans l'après-midi l'intervention de différentes brigades de pompiers avenue de l'Europe à Tours-Nord. Une femme et ses 2 enfants ont été transportés à l'hôpital après avoir inhalé des fumées. Retour sur l'arrestation d'un pensionnaire du centre de déradicalisation de Pontourny. Nous vous en parlions déjà vendredi. Moustapha Savas, âgé d'une vingtaine d'années, a été arrêté en Alsace mardi dernier dans le cadre d'une opération antiterroriste. Cette information a déclenché la colère des élus locaux. Ils dénoncent une nouvelle fois l'attitude de l'État dans ce dossier. Ils se sentent trahis par les autorités qui avaient promis qu'aucun individu fiché S ne serait accueilli dans le centre installé près de Chinon. Aujourd'hui, certains élus demandent la fermeture du centre. Florent Clavel. Remise en cause, échec, mensonge. Sans surprise, les réactions les plus fermes face à ce nouveau couac de Pontourny se font entendre à droite et au Front National. Le tout exacerbé par un contexte de campagne législative et présidentielle. La patronne du FN en Indre-et-Loire, d'abord, elle réclame la fermeture du centre de déradicalisation. C'est un mensonge d'État qui est destiné à faire croire à l'opinion française que le gouvernement fait tout ce qu'il faut pour éradiquer la menace islamiste. Nous exigeons la fermeture immédiate de ce centre et sa reconversion en une maison de convalescence pour les victimes du terrorisme. Chez les Républicains, Hervé Novelli rappelle qu'il a été l'un des premiers à s'opposer au projet. Le candidat aux législatives dans le Chinonnais, où est installé le centre de Beaumont-en-Véron, parle d'un échec cuisant. Il n'y a eu aucune transparence sur ce dossier. On a raconté n'importe quoi. C'était effectivement un centre qui aurait dû être un centre de déradicalisation. Mais comme il y avait une réticence à cela, on a maquillé les choses et au final, c'est un échec cuisant. Un constat partagé par son collègue Philippe Briand, qui réagit pour la première fois. J'ai toujours insisté sur le fait qu'il fallait tenir compte des élus locaux. C'était aux élus locaux de sentir ce qui allait devoir se faire. Ils ont accepté cette maison d'accueil à Pontourny. Force est de constater que les craintes que l'on avait à l'époque se révèlent aujourd'hui exactes. À mots couverts, ou plus explicitement, les 3 personnalités politiques visent le député PS sortant. Interrogé vendredi, Laurent Baumel estime que la reconversion de cet ancien centre éducatif n'a pas tenu ses promesses. L'idée était intéressante, c'est pour ça que d'ailleurs on ne s'y était pas opposé. Il y avait aussi évidemment la reprise des emplois. Aujourd'hui on voit que ça ne fonctionne pas et donc on ne peut pas continuer cette expérience dans ces conditions. Au-delà des querelles politiques, un constat commun. Pontourny, centre de déradicalisation, doit fermer. Aujourd'hui, seuls 2 résidents sont sur place, contre 25 attendus à l'ouverture. On rappelle qu'il s'agit du premier centre de déradicalisation en France, un projet pilote qui devrait voir le jour dans chaque région française. Et comme chaque lundi, on revient sur les résultats sportifs du week-end avec vous, Bastien Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce week-end, surprise, le Tour FC n'a pas pu affronter Strasbourg, la faute à un froid sibérien. Et oui, on a vraiment attendu les derniers instants, mais ça a été confirmé juste avant 20h, la rencontre entre Strasbourg et Tours qui a donc été reportée pour cause de terrain gelé. Les joueurs s'étaient même échauffés, les spectateurs étaient tous bien installés quand le speaker a annoncé le report du match qui se disputait pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Et du coup, je vais vous montrer une image qui est quand même sympa. Les supporters strasbourgeois étaient d'accord, d'abord forcément un peu énervés d'avoir fait le déplacement pour rien, mais l'image forte, c'est qu'ils ont fait comme si le match avait eu lieu en simulant notamment un but strasbourgeois. Voilà, il fallait bien se réchauffer un peu. La direction strasbourgeoise qui avait quand même tout mis en œuvre pour que le match ait lieu, mais l'arbitre a finalement donc pris la décision de reporter cette rencontre. La date n'est pas encore connue. On l'écoute, il a tenu une conférence de presse, c'était juste après l'annonce. À un moment donné, on a été obligé de se rendre à l'évidence que voilà. Déjà, au niveau du spectacle, ça n'aurait pas été du football. Et puis, le facteur qui reste le plus important reste la sécurité des joueurs. Et là, je pense que ça reste quand même la décision la plus sage.
Et on parle également avec vous de basket, la défaite, une énième défaite pour l'UTBM face à La Rochelle. Est-ce une défaite de trop? C'est celle de trop, on peut le dire. L'UTBM qui voit tous ses espoirs de disputer les playoffs s'envoler et donc de monter en National 1. Tours affronté pourtant le deuxième au classement, donc il y avait encore un petit espoir en cas de victoire, mais c'est donc raté. La Rochelle est venue s'imposer à Montconseil 67-60. Pourtant l'entame de Tours est idéale. Pendant les 5 premières minutes, La Rochelle ne parvient pas à mettre le moindre panier et le score grimpe même jusqu'à 12-0 en faveur de Tours. Mais la machine tourangeau va finalement se gripper. La Rochelle, règle la mire. Les 10 dernières minutes sont largement à l'avantage des visiteurs. Verdict, une défaite. Donc 67-60. On écoute Ami Mbova, le joueur tourangeau, un joueur forcément déçu. Face à une équipe de La Rochelle qui joue le haut tableau et il faut être constant pendant 40 minutes. On n'a pas su être constant en 40 minutes des deux côtés du tableau et voilà, eux, ils ont retrouvé l'agressivité qu'ils avaient et la confiance, on les avait remis en confiance. C'est les détails qui font la différence et là, c'est payé cash dans le haut tableau. Alors une bonne nouvelle, en basket quand même, c'est l'ADA Blois qui gagne face à Lille. Et oui, il en fallait bien une quand même de bonnes nouvelles de ce week-end. L'ADA qui s'est donc allé chercher une victoire vraiment précieuse. Ils ont égalisé grâce à un tir à 3 points à 15 secondes de la fin du match, ce qui leur a permis d'égaliser, donc d'arracher la prolongation. Ils se sont finalement imposés 97-94. La DCA qui décidément va beaucoup mieux depuis plusieurs semaines. 7e victoire de la saison pour Blois et les voilà 9e, la première place qualificative pour les playoffs. À noter qu'ils rejouent dès demain soir, ce sera à domicile contre Vichy. Merci Bastien Mathieu pour ces résultats. Alors on vous retrouve ce soir dans Stadium, 19h15 et 20h15. De quoi sera-t-il question? Eh bien, on sera avec Gilbert Zunquin, le directeur du centre de formation du Tours FC, un centre de formation qui se porte à merveille avec toutes les équipes de la CFA2 jusqu'au U15 qui sont en tête de leur championnat. Ça va mieux que pour l'équipe de Ligue 2. Donc on vous présentera également la nouvelle recrue des Remparts. On parle de hockey sur glace avec un gardien slovène que nous avons rencontré. Et puis évidemment, tous les autres résultats seront dans Stadium. Merci Bastien. Membre de l'opposition PS à la mairie de Joué-les-Tours, soutien de Benoît Hamon, Vincent Tison est notre invité. Il reviendra sur les résultats du premier tour des primaires de la gauche, sur la victoire de son candidat, victoire d'une gauche fronteuse. Benoît Hamon peut-il gagner le second tour? Son programme est-il réaliste? L'homme a-t-il la carrure d'un chef d'État? Toutes les réponses dans quelques instants.